Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire axé sur un sujet chaud dans le monde du learning et je parle donc du FLA. J'ai le grand plaisir d'accueillir Tassienne Flao, avocate senior chez Claes Engels, au barreau depuis 11 ans et spécialisée en droit du travail, tant individuel que collectif, avec un intérêt particulier pour la mobilité internationale, le Kampenben et le bien-être au travail. Bonjour Tassienne. Bonjour Marie, Et merci d'être là. avec plaisir. Alors, le webinaire va s'articuler autour de 5 questions de base. Quoi, qui, quand, comment et où. Et si on a le temps, on terminera avec des questions spécifiques, donc liées au Federal Learning Account. Alors, une première question pour toi, Tassienne. Question de base. Qu'est-ce que le FLA? Alors, le FLA, ça signifie, comme tu l'as dit, Federal Learning Account ou compte fédéral de formation. Et il a été introduit en fait par une loi d'octobre 2023, donc ça remonte déjà à quelques mois. Et cette loi, en fait, elle fait suite à la loi du 3 octobre 2022 concernant le deal pour l'emploi, donc le deal pour l'emploi dont on a beaucoup parlé l'année dernière et qui prévoyait un grand chapitre sur les formations notamment. Et ce deal pour l'emploi, il contenait, comme je viens de vous le dire, une quinzaine d'articles sur tout ce qui est formation individuelle des travailleurs. Et il prévoyait qu'en principe, les travailleurs ont droit individuellement à 5 jours de formation. Alors attention, ce nombre peut varier en fonction du régime de travail, de la taille de l'entreprise ou même d'éventuels accords sectoriels. On y reviendra. Alors le FLA, c'est un service en ligne qui permet justement d'enregistrer et de gérer toutes ces formations et ces droits individuels à la formation des travailleurs. Alors grâce à cet outil numérique, l'employeur, mais aussi le travailleur, a un réel aperçu, donc un dashboard des formations qui sont suivies ou qui peuvent être suivies par les travailleurs et des droits également aux formations de chaque travailleur. Alors dans cette application FLA, donc il y a beaucoup de données à enregistrer, ça c'est prévu et c'est nommé point par point dans la loi d'octobre 2023 dont je vous ai parlé. Il y a notamment l'identité de chaque travailleur concerné qui doit être bien indiquée. Il faudra aussi mentionner son régime de travail pour savoir évidemment le nombre de formations auxquelles il a droit, la commission paritaire de l'entreprise, mais aussi le numéro d'enregistrement de la CCT sur laquelle justement les droits de formation sont basés, le nombre de jours de formation auxquels le travailleur a droit, mais aussi le nombre de jours de formation suivis. Et là, j'insiste, c'est différent, le droit à la formation et les jours de formation suivis. Et ce qui est important aussi, qui devrait être enseigné dans l'application, c'est les formations suivies, leurs caractéristiques de base pertinentes, et donc le début et la fin de chaque formation, la nature de la formation et éventuellement le résultat que le travailleur aura obtenu s'il y a par exemple un petit examen à la fin de la formation, mais aussi le financement éventuel de la formation. D'accord. Et donc, j'imagine que toutes les entreprises ne sont pas concernées. Qui est-ce qui est concerné par le FLA? Eh bien, finalement, à peu de choses près, quasiment tout le monde, puisque le FLA concerne tous les employeurs du secteur privé. La loi sur le FLA, elle explique qu'elle s'applique aux employeurs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 68 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Donc, finalement, cette loi du 5 décembre 68, elle s'applique quasiment à tout le monde dans le secteur privé, et donc ne sont ici pas visés les employeurs du secteur public. En tout cas pour l'instant. Alors, est-ce que, comme on a toujours envie de faire en sorte que le secteur privé et le secteur public aient, in fine, les mêmes droits et les mêmes obligations, peut-être que finalement le secteur privé est un projet pilote et que finalement le FLE sera un moment aussi d'application dans le secteur public, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors Ok. donc, il y a tous les employeurs effectivement qui sont visés dans le secteur privé, mais ils ne doivent pas tous enregistrer la même chose. Il faut savoir que tous les employeurs doivent enregistrer les formations qui ont été suivies. Donc clairement, en ce qui concerne les formations, tout le monde est concerné. Et donc les formations qu'il faut enregistrer, c'est celles à partir du 1er janvier 2024. Même si la plateforme, et on le verra, n'est active que depuis le 1er juin. Par contre, en ce qui concerne les droits à la formation, et donc pas les formations, seulement les formations suivies, mais également les droits, ça, c'est seulement les employeurs qui doivent octroyer des droits à la formation
en fonction du deal pour l'emploi. Alors, pour D'accord. savoir justement qui est concerné par ce droit à la formation et donc à l'enregistrement des droits et pas uniquement à l'enregistrement des formations, eh bien, on reprend de nouveau cette loi deal pour l'emploi et on voit que celle-ci, elle prévoit que les travailleurs qui sont actifs dans une entreprise où il y a moins de 10 travailleurs, normalement, ils n'ont pas de droit de formation. Et donc, pour tous les employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs, on ne devra pas enregistrer de droit de formation, uniquement les formations suivies. Mhm. Par contre, les entreprises avec plus de 10 travailleurs, jusque 20, ils doivent enregistrer normalement un jour de droit de formation. Et les entreprises avec plus de 20 travailleurs, ils doivent même enregistrer jusqu'à 5 jours de droit de formation. Donc on voit qu'il y a une différence entre l'inscription et l'enregistrement des formations suivies et les droits auxquels les travailleurs peuvent prétendre. Donc la règle de base, c'est, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 10, c'est toutes les formations, mais pas les droits, puisqu'il n'y en a pas en principe. Entre 10 et 20, c'est un jour de droit et on inscrit aussi toutes les formations. Et au-delà de 20, c'est en principe 5 jours de droit de formation et toutes les formations qui doivent être également enregistrées. Ça, c'est la règle de base. Oui. On sait qu'en 2024, il y a effectivement 5 jours de formation, grosso modo, qui doivent être accordés par travailleur à temps plein. Maintenant, il est possible que d'autres règles s'appliquent parce que les commissions paritaires peuvent modifier le nombre de jours de formation octroyés. Et donc, par exemple, on pourrait être dans un secteur où il est prévu qu'un employeur avec moins de 10 travailleurs doive donner un droit de formation, par exemple un jour, à ses travailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier par secteur ce qu'il en est. Il se pourrait aussi que dans certains secteurs, on soit justement dans l'effet inverse, avec un nombre de jours de formation quelque peu réduit, parce que le secteur a décidé, par exemple, de faire une trajectoire sur plusieurs années. Puisque le deal pour l'emploi, en fait, il essaye de regarder plutôt ce qui se passe sur une période de 5 ans, on y reviendra. Alors ça, c'est intéressant vraiment pour l'aspect pratico-pratique. Si on va justement sur le site federallearningaccount.be, qui va vous Mhm. renvoyer directement en fait au site Carrière Pro, eh bien là, on peut regarder dans chaque commission paritaire quel droit à la formation est prévu. Et donc moi, je me suis par exemple amusée à taper commission paritaire 200, et là, on voit que en 2024, jusqu'à 9 travailleurs, donc quand on a moins de 10 travailleurs, on a quand même un droit de formation à un jour de droit de formation qu'on doit inscrire déjà dans la plateforme. En Mhm. 2024 aussi, à partir de 20 travailleurs, dans la CP200, c'est 3 jours et non 5 dont je venais de vous parler. Donc vous voyez que il y a certains secteurs qui ont dérogé à la règle prévue par le deal pour l'emploi. J'ai fait l'exercice pour quelques commissions paritaires au hasard. J'ai par exemple pris la CP 20201, donc les moyennes entreprises d'alimentation. Ben là, c'est 3 jours de formation et ce sera 4 en 2026. On a la CP des fabrications métalliques, c'est aussi 4 jours et ce sera 4,5 en 2025. On a la CP 220 de l'industrie alimentaire, c'est 3 jours et ça va devenir 4 en 2025. Les grandes entreprises de vente au détail, c'est aussi 3 jours et ça va devenir 4 jours à partir de 2026. Donc, il faut vraiment bien vérifier par secteur quel est le droit qu'on doit inscrire. Et ce n'est pas parce qu'on a moins de 10 travailleurs qu'on peut se dire qu'on ne doit rien enregistrer comme droit. D'accord, ok, parfait. C'est très clair, très détaillé, merci. Et concrètement, comment fonctionne le FLA? Et donc, comme on l'a déjà dit, il faut enregistrer les formations qui ont été suivies à partir du 1er janvier 2024, mais également les droits à la formation des travailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, le FLA, c'est un outil qui va servir tant à l'employeur pour vérifier les formations suivies par les travailleurs, mais surtout aussi pour les travailleurs qui vont pouvoir aller voir dans ce dashboard quelles formations ils vont pouvoir suivre, combien de jours ou d'heures de formation ils ont droit. Et donc, c'est vraiment un outil qui doit permettre à tout le monde d'avoir un aperçu global des droits et des formations. Alors, comment est-ce qu'on peut enregistrer ces formations et ces droits? Soit, il y a 3 canaux différents. Vous allez via le service en ligne FLA, donc ça c'est federallearningaccount.be qui vous renvoie à Carrière Pro. Et là-dessus, il faut rien installer, on doit juste aller sur le site web et l'enregistrement se fait manuellement. Donc on peut se connecter via ITSME ou EID ou même le système d'identification électronique européen. Donc ça, c'est vraiment
le canal classique, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas le plus facile parce que là, c'est alors un encodage en principe manuel qui devra se faire. Si on est évidemment une grande entreprise avec beaucoup de personnel, je pense à des grandes banques ou à des assurances, enfin ça peut être aussi dans plein d'autres secteurs où on a de nombreuses personnes occupées auprès de l'employeur, ben, il va falloir enregistrer énormément de données simultanément. Et donc là, il existe un autre canal qu'on appelle le canal batch et qui permet à ce moment-là d'envoyer des fichiers qu'on appelle XML et qui sont en fait des fichiers avec des données qui sont par lot et qui vont du coup s'encoder en grande quantité de manière beaucoup plus facile. Alors évidemment, il faudra toujours vérifier les données qui sont enregistrées et voilà, je pense qu'il pourra y avoir, surtout la première année, quelques erreurs ou défauts de la plateforme quand on envoie comme ça des lots de données sur la plateforme. Il faudra évidemment un peu vérifier et tâtonner la première année pour voir comment tout cela fonctionne. Ouais. Et sinon, il y a un troisième canal qui existe, c'est le canal API, qui est une application là, et qui fonctionne un peu de la même manière que le canal batch. Ça permet également d'envoyer de nombreuses données en même temps, et donc en fait de faciliter le travail de l'employeur. Alors pour les deux derniers canaux, là c'est pas une connexion via le Federal Learning Account, c'est via le portail de la sécurité sociale. Donc l'employeur se connecte comme il se connecte d'habitude sur ce portail de sécurité sociale. Ok. Et donc, à partir de là, les interventions humaines vont être limitées puisque après, on envoie des fichiers qui vont remplir automatiquement les données dans le dashboard dont je vous parlais. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails techniques et informatiques, mais il faut bien savoir que sur le site du Federal Learning Account, il y a 3 gros manuels de 15-20 pages chacun qui expliquent vraiment en détail comment se connecter soit au service en ligne FLA, soit au canal batch, soit au canal API. Et donc, c'est, je pense, assez aisé quand on suit étape par étape d'inscrire les formations et les droits à la formation grâce au manuel explicatif. D'accord. Ok. Alors, à propos des formations justement encodées, donc j'ai parlé des droits et il y a aussi les formations. Mais quelles formations doivent être inscrites? La loi prévoit l'enregistrement de beaucoup de formations. Finalement, il y a tout ce qui est formation formelle. Donc ça, c'est tout ce qui est cours, stages qui sont conçus par des formateurs ou des orateurs, avec un haut degré d'organisation. Donc ça peut être en interne, mais aussi quand on fait appel à des sociétés externes pour organiser des formations. Ça doit être en principe dans un lieu qui est séparé du lieu de travail. Je dis bien en principe parce que c'est pas toujours le cas. Et elles peuvent, comme je l'ai dit, être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise. C'est donc des formations qui sont vraiment beaucoup plus formelles, mais on doit aussi enregistrer les formations informelles. Donc ça, c'est les autres formations, celles qui ne sont pas visées par les formations formelles, qui sont en relation directe avec le travail. Il y a ici un haut degré d'auto-organisation par la personne qui apprend individuellement ou par le groupe qui apprend, en ce qui concerne tout ce qui est horaire, lieu et contenu de la formation. Et donc là, ça va plus être une formation, par exemple, soft skills en ligne, qu'on suit un peu à l'heure qu'on veut. Là, on tombe plus dans une formation informelle que dans une formation formelle. Compte aussi dans les formations à enregistrer, les formations en matière de bien-être. Donc ça, c'est important aussi à inscrire dans le système. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les formations enregistrées, formelles, informelles, bien-être. Par contre, tout ce qui est formation collective ne sera pas enregistrable puisque ici, c'est un outil qui permet de visualiser tout ce qui est droit individuel à la formation. Et aussi parce qu'on m'a déjà posé la question, tout ce qui est formation syndicale, ça n'entre pas non plus en ligne de compte parce qu'elles ne sont généralement pas prévues par l'employeur, mais plutôt par les organisations syndicales. Et donc, elles ne s'inscrivent pas non plus dans le contexte du FLA. Au niveau des droits, même si je l'ai déjà dit, on doit vérifier dans le secteur ou même ce qu'on fait dans l'entreprise, au niveau du nombre de jours qu'on donne à chaque travailleur et on doit l'inscrire. Et comme ça, en fait, imaginons un cas simple, il y a un travailleur à temps plein qui a droit à 5 jours de formation, il en utilise un pour une formation bien-être, eh bien, il voit dans son aperçu qu'il lui reste 4 jours de formation. Ça, c'est pour le cas évidemment simple. Alors ça, c'est tout ce que je vous explique pour l'enregistrement de cette année 2024, qui est un peu l'année pilote dont je vous parlais. En principe,
la plateforme pour 2025 va créer une version pré-remplie sur base de toutes les données des MFA de l'entreprise. Et donc, en fonction de si le travailleur est à temps plein ou à temps partiel, etc., normalement, en 2025, il devrait y avoir un calcul automatique qui sera fait pour remplir les droits de formation des travailleurs, ce qui, normalement, devrait faciliter déjà un peu la tâche à l'employeur. Oui, c'est ça, exactement. J'allais dire que ça va un peu mâcher le Simplifier. travail. Et donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux bien spécifier où trouver le FLA? Oui, Euh, alors effectivement, comme je l'ai dit, on peut taper même bêtement sur Google Federal Learning Account Belgique et on tombe directement sur le site. Alors, ils disent que c'est le site federallearningaccount.be, mais quand on clique sur le lien, en fait, on tombe sur ce site qui s'appelle Career Pro. oui, Et qui nous fait tomber du coup sur la plateforme avec les manuels explicatifs pour les canaux d'enregistrement et qui vont aussi expliquer grosso modo le FLA. Donc comme je suis en train de vous l'expliquer, il y a également un FAQ qui est très bien fait sur les quelques questions qu'on peut encore se poser sur le sujet. Il y a une démonstration en vidéo mais qui n'est pas très explicite, hein, qui dit simplement que c'est un outil numérique pour enregistrer les formations et pour en avoir un aperçu dans l'entreprise. C'est un site qui est accessible tant aux employeurs qu'aux travailleurs. Et donc, quand on se connecte dans le FLA via It's Me, EID, etc., ben, on peut sélectionner si on est citoyen ou entreprise et on peut rentrer du coup dans cette plateforme pour se connecter directement à son dashboard et voir où on en est au niveau de ses droits et de ses formations. ok, parfait. Alors, une question essentielle qu'on m'a déjà aussi posée et qui interpelle les DRH ou les Learning and Development Managers, c'est pour quand le FLA doit être concrètement mis en place? Est-ce qu'il y a Alors, plusieurs? normalement, la loi est entrée en vigueur le 1er avril 2024 et les employeurs avaient 6 mois pour se mettre en ordre et donc, normalement, ça devait être fait pour le 1er octobre. Mais vu que la plateforme n'a été opérationnelle que à partir du 1er juin, en fait, les employeurs ont du coup 6 mois à partir de ce 1er juin. Et donc, il faut se mettre en ordre à partir du... enfin, on a jusqu'au 1er décembre, pardon, pour se mettre en ordre. Et qu'est-ce qu'il D'accord. faudra faire pour le 1er décembre? Eh bien, il faudra enregistrer les droits dont je vous ai parlé, mais également toutes les formations qui ont été suivies depuis le 1er janvier 2024. Donc là, il va y avoir une espèce de travail de mémoire parce qu'on a une obligation avec effet rétroactif du fait que l'employeur va devoir s'inquiéter des formations qui ont été suivies par ces travailleurs depuis le 1er janvier 2024. Donc là, il y a un petit travail à faire en amont pour le 1er décembre sur les formations de toute l'année 2024. Alors les formations, grosso modo, mais ça ce sera plus donc à partir de décembre, qui devront être enregistrées, c'est les formations enregistrées pour chaque trimestre et elles sont enregistrées au plus tard dans le mois qui suit la fin du trimestre concerné. Bon, évidemment, ici, pour janvier 2024, on a du retard, donc il faut tout inscrire pour le 1er décembre, mais ensuite, après, on fonctionnera essentiellement par trimestre pour l'employeur. Alors, il ne faut pas négliger l'inscription des formations et des droits dans la plateforme parce que il y a la SBL 6G10 avec l'aide de l'ONSS qui va contrôler finalement si les employeurs ont bien respecté leurs obligations d'enregistrement des formations et des droits de formation. Et donc, les employeurs qui n'auront pas fait le nécessaire pour le 1er décembre, eh bien, ils seront avertis via l'e-box de la sécurité sociale. Donc, encore faut-il qu'on soit attentif à cette e-box sur le portail de la sécurité sociale. Et les employeurs disposeront alors d'un délai de 30 jours pour se conformer et donc pour finalement enregistrer les formations qui n'auraient pas été enregistrées. Et si l'employeur n'a toujours pas rempli cette obligation dans les 30 jours, eh bien attention parce que l'employeur sera inscrit sur une liste noire. Et donc c'est vraiment le principe du naming and shaming, hein. Donc on nomme les employeurs qui ne sont pas en règle. Et attention que cette liste, elle sera partagée avec les instances comme l'inspection sociale, les commissions paritaires ou le Conseil national du travail. Et il est également indiqué que le SPF Emploi publiera cette liste sur un site web qui sera accessible au public. Donc en fait, si on ne remplit pas ses obligations d'employeur en matière de formation via la plateforme, on tombe sur liste noire. Donc c'est important de remplir ses obligations pour le 1er décembre.
Ah oui, Alors, donc, oui, pardon. non, non, voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, on a un peu de temps encore pour se conformer à cette nouvelle législation, mais qu'il ne faut pas traîner et que, ben, du coup, vu que il faut se conformer pour le 1er décembre et qu'on a encore 30 jours après, quand on a un avertissement de la part de la plateforme, on se retrouve après, du coup, à pouvoir être sanctionné à partir de 2025. Mais je ne conseille pas, évidemment, aux employeurs d'attendre la dernière minute pour se faire, d'autant que le droit à la formation est également un droit qu'on doit respecter et dans la négative, c'est une disposition du Code pénal social qui s'appliquera, à savoir que si un employeur ne respecte pas le droit des travailleurs de suivre des formations, il sera également puni en vertu du Code pénal social et il pourra donc faire l'objet d'amendes pour non-respect des dispositions prévues par le Code pénal social. Donc c'est important, il y a cette liste noire qui existe et il y a aussi des amendes qui pourront être infligées à l'employeur. Oui, donc ils ont intérêt à déjà préparer le travail en amont maintenant Oui, pour être exactement. prêt, quoi. Et je pense Ok. que l'idéal, ce serait presque de mettre quelqu'un sur le travail à temps plein. Alors, est-ce qu'il faut créer une nouvelle fonction ou étendre la fonction d'un travailleur de l'entreprise qui deviendrait chef des opérations e-learning Ouais. donc voilà, c'est un peu un nouveau rôle qui se crée dans l'entreprise. Je pense également que de nombreux secrétariats sociaux ou même entreprises digitales s'occupent certainement de pouvoir aider les employeurs dans l'encodage de toutes ces formations, parce que c'est vraiment un travail assez fastidieux, a Oui, fortiori quand on est une grande entreprise. absolument. Donc à prévoir, ne pas attendre la dernière minute surtout, quoi. Exactement. Ok, ok. Et alors une petite question spécifique, mais qui est, enfin, je pense que c'est d'actualité dans beaucoup d'entreprises. Comment peut-on calculer les droits pour les travailleurs qui sont à temps partiel, par exemple? Oui, alors C'est- ça c'est la question évidemment cruciale puisque tout le monde n'est pas à temps plein. Je vous ai donné un exemple assez simple tout à l'heure avec un travailleur qui a 5 jours de formation, il prend un jour et donc du coup il en a encore 4 dans sa plateforme. Ici la loi elle prévoit une formule qui pour les gens comme moi qui font plutôt des lettres que des chiffres trouvent ça un peu barbare. C'est une formule bêtement qui dit A fois B fois C, donc jusqu'ici c'est simple. Et en fait, la lettre A va correspondre au nombre de jours de formation qui sont octroyés dans l'entreprise pour un temps plein. B, ce sera le régime de travail du travailleur en question. Et C, c'est le nombre de mois divisé par 12 pendant lesquels le travailleur est occupé au sein de l'entreprise. Et Hmm. donc, par exemple, un travailleur qui est occupé à 4/5e chez un employeur depuis 6 mois en CP200 par exemple, eh bien, on sait qu'en CP200, c'est 3 jours de formation pour 2024 pour une Mhm. entreprise qui a plus de 9 travailleurs. Et donc, on va faire 3 fois 4/5e fois 6/12e. Et là, on obtient 1,2 jours de formation. Donc ça, c'est le droit d'un travailleur à 4/5e qui a travaillé une demi-année chez l'employeur en CP200, par exemple. Alors Ok. évidemment, 1,2 jours de formation, c'est un peu compliqué à encoder. La plateforme prévoit qu'on encode soit des jours, soit des heures. Donc on peut tout à fait convertir, en fonction justement de la durée du travail dans l'entreprise, les jours de formation en heures de formation. Parce qu'il y a des formations qui dureront une journée entière, il y a également des formations qui dureront 1 heure ou 2, voire même une demi-heure sur un temps de midi, si ce sont des formations informelles dont on parlait tout à l'heure, ou auxquelles il faut juste se connecter. Donc c'est Mhm. parfois plus facile aussi de convertir en heures. Donc vous avez cette petite formule qui permet de savoir combien d'heures finalement le travailleur enfin à combien d'heures le travailleur a droit. Oui. Mais ça va être difficile à calculer parce qu'on ne prend pas comme base l'année précédente. Et donc finalement, c'est un droit assez évolutif. On regarde au 1er janvier de l'année en cours le régime de travail du travailleur, mais si le régime de travail est modifié en cours de route, ben, le nombre de formations est modifié également, le nombre de jours de formation. Donc Bien si par sûr. exemple on est à temps plein, que le travailleur a droit à 3 jours à temps plein et que les 6 premiers mois de l'année, il a déjà suivi ces 3 jours de formation, alors qu'après, il passe à temps partiel pour la fin de l'année, il aura déjà utilisé ces 3 jours, ben, c'est pas grave s'il a suivi trop de formations. Il ne va pas tomber sous le seuil parce qu'il en a suivi trop. Et c'est pas D'accord. pour autant qu'on va pouvoir mordre sur les jours de formation l'année suivante. D'accord. Toute cette Parfait. logique, c'est le fait que les jours de formation
il faut regarder en fait sur une période plus longue que juste une année, puisque le deal pour l'emploi prévoit justement une période de 5 ans. Et donc ça veut dire que si on n'a par exemple pas suivi assez de formations sur une année, ben, on peut les reporter à l'année suivante et on est comme ça reporté même jusqu'à 5 ans. Et donc c'est comme ça que ça va un peu s'équilibrer. Il faudra un peu regarder, pas seulement sur une année, mais sur les autres années aussi, comment ça va se présenter pour tous ces jours de formation. Ok, parfait, c'est très clair. Et une dernière question, Tassienne, dans le cas d'un licenciement ou changement d'entreprise, comment ça se passe à ce moment-là? Alors là, on est moins sur la loi, sur le FLE, mais on est encore un peu plus dans tout ce qui était deal pour l'emploi et la garantie déjà au droit à la formation. Il est prévu qu'un travailleur qui est licencié, alors sauf pour motif grave, il doit avoir encore la possibilité de prendre tous les jours de formation auxquels il a droit. Avant la fin de son contrat. Et donc, si il y a un préavis qui est notifié, ben, il faudra que l'employeur et le travailleur puissent régler le sort des jours de formation et voir comment est-ce que le travailleur qui est en préavis pourra suivre ces jours de formation. Le but est évidemment que pendant le préavis, il puisse utiliser un maximum ces jours de formation pour pouvoir déjà ajouter des cordes à son arc pour le jour où il arrive sur le marché du travail. Oui, Alors, c'est dans le ça. cas d'un licenciement avec le versement d'une indemnité, c'est plus compliqué puisque ben, le travailleur ne va pas pouvoir suivre les formations pendant un préavis. Et là, la loi va stipuler que le crédit de formation, donc le nombre d'heures auxquelles il a droit, est considéré comme un avantage acquis en vertu du contrat. Alors, c'est une phrase qui semble dire qu'il va falloir inclure ce crédit de formation dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis, mais la position du SPF emploi et qui est celle également des travaux parlementaires dit plutôt que ça veut dire qu'il ne faut pas les inclure dans la base de calcul, mais qu'il faudrait les payer en plus. Et donc, il faudrait pouvoir plutôt, comme on paye un pécule de départ, ben, payer les formations restantes du travailleur qui n'a pas pu prendre parce qu'on l'a licencié avec effet immédiat. Alors, pour l'instant, c'est encore une position. Dans la pratique, j'avoue que je ne vois pas souvent dans un décompte le crédit de formation qui est payé. D'autant plus que si le travailleur retrouve directement du travail, finalement, ben, il aura droit à des nouveaux jours de formation chez son nouvel employeur. Parce que, Oui. attention, que ces droits ne sont pas transférables d'un employeur à l'autre. Donc, si on change de secteur ou qu'on recommence chez un autre employeur, ben, on recommence aussi ces droits de formation. Donc, c'est pas transférable. Il faut Ok. aussi regarder au niveau du secteur parce que parfois, comme par exemple, mais c'est assez rare, mais le secteur des pharmacies, ils ont prévu ce décompte et ils ont explicitement mis dans leur CCT sectoriel, eux, que en cas de départ avec licenciement avec effet immédiat, il faut payer les crédits de formation. Donc là, c'est écrit noir sur blanc pour qu'il n'y ait pas de discussion sur le sujet. Ok, parfait, très clair. Top. Mais je pense que tu as répondu aux questions que les directeurs des ressources humaines se posent le plus, ou les Je vais learning and essayer en tout development. cas. Et dans le timing tip top, donc bravo. Merci, merci mille fois à toi, Tassienne. Avec grand plaisir. Et je souhaite bien du courage aux DRH et aux employeurs pour l'enregistrement de toutes ces formations et droits de formation. Je pense que c'est pour ça que la FEB avait un peu critiqué le système en disant, voilà, c'est louable, mais ça reste quand même une charge importante pour les employeurs au niveau administratif et informatique. Mais Ouais. voilà, je pense que ça reste un outil qui, s'il est bien utilisé, sera utile pour les employeurs, mais également les travailleurs qui pourront du coup se former de mieux en mieux et pouvoir du coup, le cas échéant, évoluer dans l'entreprise grâce aux formations qu'ils auront suivies. Et les travailleurs qui n'auront pas suivi de formation parce qu'ils n'ont pas envie, même si c'est leur droit, ça permettra quelque part d'objectiver un peu le licenciement d'un travailleur qui ne montre pas de motivation par rapport à l'amélioration de son travail, même si, je le répète, suivre une formation, ça reste un droit et non une obligation. Et donc, ça ne peut pas être un motif en tant que tel de licenciement, ça c'est bien prévu par la loi. Non, exactement. Oui, oui. Top. Une conclusion positive, constructive. Voilà, Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là et à très, très bientôt, en tout cas. Merci, Tassienne. avec plaisir. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée.